Bonjour à toutes et bonjour à tous. Alors nous allons continuer en compagnie de la trifonctionnalité, de la tripartition et de ce que j'appelle la logique ternaire. La dernière fois, nous nous étions arrêtés sur les guerres de fondation mythiques, donc sur des récits, des histoires qui correspondent à des mythes, donc à des formations finalement de sociétés, notamment de sociétés sédentaires, en compagnie de trois dimensions, dimensions qui correspondent à la richesse, à la force et à la gouvernance-croyance. On avait vu d'ailleurs que ces dimensions étaient très ressemblantes avec le mythe ou les mythes du Mahabharata. Donc, il y avait des fonctions qui étaient distribuées au sein des mythes pour raconter la formation de sociétés sédentaires. Et l'idée, ce qu'on avait vu, c'était que il y avait des guerres équitables qui permettaient en fait d'assimiler les peuples autochtones. C'est-à-dire qu'effectivement, on avait les conquérants, finalement les vainqueurs, qui finalement seront désignés comme vainqueurs, et comme les vainqueurs ont toujours raison, ce sont eux qui, au sein du mythe, qui ont la bonne croyance, les bonnes mœurs, les bons cultes aussi, et effectivement la bonne culture. Et on a constaté qu'ils assimilaient en fait les autochtones qui, évidemment, n'avaient pas les bonnes mœurs, avaient des cultes, finalement, ce qui était basé sur la magie basse, ou la magie noire. Et donc, si on pouvait voir aussi, on pourrait constater, enfin, du moins si on brode un peu, qu'il y a au sein de ces guerre de fondation, finalement une correction, on pourrait l'employer comme ça, dire qu'il y avait une correction finalement de la nature humaine, ou d'une certaine nature humaine qui aurait été déviante en fait. Donc, guerre de fondation, on a aussi un petit peu parlé du concept pour expliquer le processus donc de ce concept qui s'appelle l'Aufhebung en compagnie de Hegel. Ce concept qui était un petit peu particulier et qui effectivement contient en lui-même à la fois une suppression et une conservation. Et donc c'est un peu ce qui se passait effectivement au sein de ces guerres mythiques et qui nous proposait une société idéale, en relation toujours avec les trois points qui ne sont autres que la richesse, la force et la croyance et la gouvernance. Alors, on a un petit peu parlé de Platon, on va passer aussi à une autre étape et on va continuer également avec Platon et sa société idéale. Et effectivement, pour créer, engendrer cette société, Platon préalablement, en fait, va décrire 4 types de gouvernements qu'il va critiquer. Donc on va un petit peu avancer, on va avancer avec la République de Platon, et ces 4 types de gouvernements sont l'oligarchie, la timocratie, la démocratie et la tyrannie. Alors, en fait, ici, l'idée, comme on a essayé de le faire dans l'intervention précédente, c'était de se dire, il y a les sociétés idéales, mythiques, les récits comme ça, qui proposent finalement une organisation sociale, qui proposent un ordre social, mais est-ce que ceci correspond effectivement à l'histoire réelle des hommes ? Donc ici, on va essayer d'un petit peu de creuser en compagnie de la critique des 4 gouvernements de Platon. Et on va commencer effectivement par l'oligarchie. Alors ici, on peut prendre un exemple avec Sparte. Sparte est effectivement une cité régie par les Lacédémoniens, et cette cité, c'est une oligarchie.
militaire. Donc l'oligarchie, c'est le gouvernement de quelques personnes. Et en fait, tout est organisé autour de la formation militaire. Et les dominants sont aussi, alors ça c'est quelque chose à préciser, non seulement ce sont de très bons soldats, alors ils forment aussi ce qu'on appelle des hoplites, ils ont des esclaves qui se nomment des zelotes, ce sont de très bons guerriers, mais ils ont aussi une autre forme de pouvoir, un pouvoir symbolique, c'est qu'ils sont aussi des héritiers, les héritiers des pères fondateurs de Sparte. D'où le fait qu'ils se désignent comme les maîtres, évidemment. Ok, donc là on a une société oligarchique, une société militaire. Et Sparte, effectivement, est située à côté d'Athènes. Et Sparte est une ville, une cité contemporaine d'Athènes au temps de Platon. Ok, donc ça, Platon rejette l'idée d'oligarchie. Ensuite, il va traiter de la timocratie. Alors la timocratie, c'est le gouvernement des riches. Ici, là encore, il faut préciser que la richesse pour nous, les ultra-riches aujourd'hui, ce sont les aristocrates de la finance, mais bon, à cette époque, c'était plutôt effectivement des propriétaires terriens, des marchands éventuellement, et ça se comptait au nombre de têtes de bétail, effectivement, et on regarde des échanges, ça se rapportait aussi à de la monnaie sonnante et trébuchante, donc les riches. Et Platon, lui aussi, rejette la timocratie et rejette un gouvernement qui serait géré, basé sur la richesse de certaines personnes. Là encore, il faut entendre que les personnes riches de cette époque avaient aussi des titres, étaient aussi des héritiers, étaient aussi les héritiers comme ça, des pères fondateurs de la cité. Pouvoir symbolique, donc. Et enfin, il y a aussi la démocratie. Alors là, Platon est plutôt radical. Alors c'est ça qui est bien avec Platon, puisque Platon nous dit que la démocratie, c'est le pouvoir de chacun, et le pouvoir de chacun de gouverner. Donc chacun a le droit de gouverner. Alors quand je dis chacun, c'est pas chacune, puisqu'effectivement, à Athènes ou à Sparte d'ailleurs, à cette époque, les femmes, comme les esclaves d'ailleurs, n'avaient pas le droit de vote, et n'étaient pas considérés comme des citoyens. Donc, Platon nous dit que la démocratie, c'est une catastrophe, puisque chacun va vouloir revendiquer le droit de gouverner. Et donc, ça va créer au sein de la cité une zizanie. Alors, Platon, finalement, fait une petite analyse psychologique comme ça du peuple, qui aurait, comme ça, où chacun aurait le droit de gouverner. Et il nous dit, si c'est la zizanie dans la cité, que fait le peuple ? Il va vouloir désigner un tyran pour remettre de l'ordre dans la cité. Et là encore, quatrième figure, donc, la figure du tyran. Et là, le tyran, effectivement, c'est celui qui va s'octroyer tous les pouvoirs. Le pouvoir de la richesse, pour la force armée. Il va aussi, évidemment, vouloir gouverner seul. Et, s'attribuer aussi, exercer finalement le culte. Alors, quand je dis ça, effectivement, on peut penser à nos rois français, les rois français qui, étaient finalement en contact direct avec Dieu. L'aristocratie française, avec nos rois français, était de sang bleu. Leur sang n'était pas rouge, il était bleu. Donc ils avaient des attributs comme ça. Et au-dessus de Louis XIV, il y avait Dieu, en fait, par exemple. Donc, effectivement, Platon est contre ce type de régime. Alors, à partir de là, évidemment, il va élaborer un ordre social
qui lui est propre, effectivement, mais qui, comme on l'a vu, est quand même très ressemblant avec, eh bien, on va dire, la trifonctionnalité du Mahabharata. Ok, donc avec l'ordre social, finalement, déjà décrit au sein du Mahabharata et au sein du mythe, d'un mythe, en fait. Alors ici, on peut faire bien un petit bond dans l'histoire et se demander, finalement, si l'oligarchie, la timocratie, la tyrannie et la démocratie ne sont pas encore d'actualité, en fait. Et effectivement, bon, si on parle de l'armée française, on dit que c'est un État dans l'État. Donc on pourrait, comme ça, considérer que l'oligarchie militaire est encore existante, en fait. Et puis, on peut aussi considérer que nos timocrates sont encore existants, au sens où on a nos capitaines d'industrie, où on a aussi nos aristocrates de la finance, on a la haute bourgeoisie, etc., etc. Alors cette haute bourgeoisie, quand je dis ça, c'est pour aussi nous faire entendre que cette haute bourgeoisie actuelle a des titres. Alors ce ne sont peut-être pas les titres des aristocrates, puisque finalement la noblesse et le clergé durant la Révolution française a été renversée, mais ce sont peut-être les héritiers des pères fondateurs de la Révolution française. Vous voyez, quelque chose comme ça. Donc il y a toujours finalement l'existence de puissances, en fait, de puissances, qui ont quand même un pouvoir d'influence, très, très net, très clair, encore aujourd'hui, de manière très contemporaine. Et on a aussi la démocratie. Apparemment, nous vivons dans des pays démocratiques. Donc le peuple a un droit de vote pour élire des représentants au sein de l'Assemblée nationale, par exemple. Donc il y a aussi ce critère qui se référait à la démocratie. Et on a encore aussi des tyrans. Sur cette bonne vieille planète, il existe encore des dictateurs, des potentats. Et d'ailleurs, c'est assez intéressant, puisque ces dictateurs ou ces potentats, pour certains, affirment qu'ils sont en démocratie, puisque ces dictateurs organisent des votes pour le peuple. Alors, organisent notamment un vote présidentiel. Alors évidemment, ils ont écrasé tous les dissidents, ils ont éradiqué tous les opposants. Donc c'est à partir de ce moment-là qu'effectivement ils peuvent organiser un vote. Donc là on pourrait se dire que c'est une pseudo-démocratie. Et ces dictateurs sont évidemment en contact rapproché avec ce que j'appelle une oligarchie militaire, comme avec ce qu'on appelle aussi aujourd'hui une oligarchie financière, donc avec des timocrates contemporains. Donc, on pourrait se poser la question de se dire, en fait, la critique de Platon, des 4 gouvernements, finalement, ces 4 gouvernements, ce sont eux qui ont perduré au cours du temps. Ok. Alors, on va passer à une autre étape. Là, j'ai essayé de donner un aperçu, finalement, un petit peu plus complexe des articulations, des types ou des modes de gouvernement, sur la base de la République de Platon et de la critique de Platon. Sur le petit papier numérique, je vous ai aussi inscrit l'organisation sociale de Rome. Alors là, qui posait un problème justement à Georges Dumézil, puisque Georges Dumézil se demandait si la trifonctionnalité n'était pas incarnée historiquement, en fait, et non pas seulement au sein des mythes. On a vu ça précédemment. Alors ici, comme vous le remarquez, j'ai inscrit en fait des noms propres, avec Commode qui est le fils de Marc Aurèle, avec César,
et avec Caius Octavius, donc avec Auguste. Alors ici, ce qui m'intéresse, c'est que ce sont des personnages historiques. Et ce qu'on va voir, effectivement, eh bien, c'est la manière dont une quatrième figure, un quatrième terme, ce quatrième terme étant plutôt du côté du tyran, donc plutôt du côté de l'empereur romain, comment ce quatrième terme, à différents moments de l'histoire de Rome, va s'appuyer eh bien, soit sur le peuple romain, soit sur l'armée romaine, ou soit sur eh bien, le Sénat, en fait, bien sûr, la gouvernance. Alors, je ne vais pas parler beaucoup de croyances, je vais surtout parler des articulations. Je vais dire 2 mots sur la croyance, ce en compagnie de Georges Dumézil et de son analyse qu'il a pu faire des dieux romains. Et effectivement, alors, la religion était très présente chez les Romains, et d'ailleurs quasi pour chaque acte, pour chaque décision, on convoquait les dieux. Et Georges Dumézil nous dit bien que là aussi, il y avait une répartition en 3 termes, en 3 dieux. L'un était Jupiter, qu'on peut caser en fait au niveau de la gouvernance et de la croyance. L'autre était Mars, donc le dieu de la guerre. Et un autre qui nous est plutôt inconnu, et qu'il nomme Quirinus. Et là, Quirinus, voilà, c'est le dieu finalement, voilà, comme les dieux H20, c'est dieu de l'agriculture, dieu des agriculteurs, des éleveurs, etc. etc. Ok, je m'arrête là pour la croyance. On va continuer eh bien, avec Commode et avec l'histoire romaine. En fait, la République romaine a voulu s'établir justement sur le fait qu'il n'y ait pas de tyran, qu'il n'y ait pas qu'une seule personne qui dirige, qui gouverne Rome. Et donc la naissance de la République romaine, en gros, selon le texte, se passe de la manière suivante, c'est-à-dire qu'on va élire au tout début 2 consuls, donc 2 têtes, pour gouverner. Alors, ça va évoluer évidemment au cours de l'histoire, et puis effectivement on va trouver quand même des ambitions, des ambitieux, notamment là, on va prendre le cas de Marc Aurèle, et Marc Aurèle va quand même régner sur Rome, toujours évidemment composant avec le Sénat, mais en s'appuyant sur une force qui est la force armée. Donc Marc Aurèle, c'est le père de Commode. Et Marc Aurèle, alors on peut dire que c'était une espèce de roi philosophe, puisqu'il nous a laissé quelques textes qui sont réunis dans un recueil, et ce recueil était intitulé « Les pensées de Marc Aurèle ». Pensées qui décrivent finalement pas vraiment les manières de gouverner, mais plutôt qui décrivent quelques aspects de la nature, de la désespérante nature humaine en fait. Ok, donc ça c'est pour Marc Aurèle. On va passer justement à son fils, à Commode. Et Commode lui aussi va être désigné par Marc Aurèle, là pour le coup, en tant qu'héritier, est désigné comme empereur. Il va s'appuyer sur une puissance, et cette puissance, c'est le peuple romain. Il va essayer de gouverner en compagnie du peuple romain, et va se mettre à dos le Sénat. Alors, pas l'armée, puisque finalement, il va être assez généreux, avec notamment l'oligarchie militaire, et même les soldats romains. Donc il va s'appuyer sur le peuple de Rome, et pour ce faire, il va organiser des jeux. À Rome, on a, finalement pour que ça tienne, on dit qu'il y a du pain et les jeux du cirque. On a le pain et les jeux du cirque, pour finalement que le peuple romain ne se révolte pas. Donc il organise des jeux, et effectivement,
il va incarner le gladiateur. Il va se battre au sein du stade. Il va se battre contre des gladiateurs, apparemment aussi contre des lions. Et là, il va obtenir les faveurs du peuple. Et c'est en obtenant les faveurs du peuple qu'il annonce au Sénat qu'il règne, en fait, qu'il règne aussi en tant qu'empereur, en fait. Mais, bien entendu, ça ne va pas durer très longtemps pour lui, pour son cas, pour Commode. Il va vite se faire assassiner, notamment par son maître d'armes, qui est lui-même gladiateur et qui se nommait Narcisse. Donc ici, ce que je vais vous faire entendre, c'est que, le tyran, la figure du tyran, la figure de l'empereur, en fait, s'appuie sur des puissances, en fait. Donc, Commode a voulu s'appuyer sur le peuple romain pour régner sur Rome, en fait. Mais ça n'a pas très bien fonctionné. Alors, deuxième cas, on a César. César, on connaît l'histoire. Et là encore, on peut dire que c'est une république romaine. Et au sein de cette république romaine, au cours de la carrière de César, César va former un triumvirat. Donc, ils vont être 3 têtes à gouverner à un moment donné de sa carrière. Mais César va être déchu, donc il va se dire comment je vais pouvoir devenir empereur. Le plus grand d'ailleurs, le plus grand guerrier de l'histoire de Rome, il va aller conquérir la Gaule. Ça marche, il revient, il traverse le Rubicon d'ailleurs, il y a cette petite histoire avec le Rubicon, et hop, il est finalement consacré empereur. Ok, pour lui aussi, ça va mal finir, c'est-à-dire qu'il va se faire assassiner par Brutus, puisque, voilà, il voulait être seul à gouverner. Le Sénat, évidemment, les trahisons, les ruses du Sénat ont fait que, César est mort assassiné. Toutefois, César avait rédigé un testament. Et ce testament concerne le dernier larron, le 3e larron. Alors j'ai un petit peu sélectionné, évidemment. Ça concerne Caius Octavius, qui aura plus tard, on lui décernera plus tard le titre d'Auguste, en fait. Alors, lui, c'est un personnage intéressant parce que il va être plutôt malin. Il faut un petit peu expliquer, c'est-à-dire que Caius Octavius, à la base, est issu d'une famille de la plèbe. Alors, la plèbe, c'est le peuple. Ici, je dirais que se trouvent les patriciens, les membres du Sénat. Toutefois, on a vu, au cours de l'évolution de l'histoire de Rome, une évolution aussi au sein du Sénat. C'est-à-dire que le Sénat, au début, était composé uniquement de patriciens. Et comme je vous ai dit, les patriciens, ce sont les vieilles familles, ce sont les héritiers, des pères fondateurs de la cité, des pères fondateurs de Rome, finalement les fils de Romulus, donc les patriciens. Mais petit à petit, effectivement, au cours de l'histoire, quelques membres du peuple se désignent comme les tribuns du peuple, tribuns de la plèbe, et parviennent petit à petit au cours de l'histoire, alors a priori au cours du 3e siècle, 4e, 3e siècle, avant Jésus-Christ, au cours de l'histoire, à intégrer le Sénat. Et petit à petit, nos tribuns de la plèbe, pour certains, sont plus riches que les patriciens. Et évidemment, ils deviennent eux aussi, quelque part, des oligarques. C'est-à-dire qu'ils deviennent riches. Ils ont aussi une puissance. Ils développent une puissance, ils ont des héritiers, ce sont des familles, en fait. Donc, Caius Octavius, qui faisait partie apparemment d'une famille de maîtres de cavalerie, Caius Octavius a cette qualité. Alors, quand je dis qu'il y a cette qualité de tribun du peuple, ou tribun de la plèbe, c'est que ça ne se mélange pas entre patricien et tribun. Et
César, comme je vous l'ai dit, désigne Caius Octavius comme son héritier direct pour devenir empereur en fait. Alors ici, étant désigné finalement par César, il a directement l'étiquette, il a aussi l'étiquette de patricien finalement. Donc il a ces deux puissances. Alors Caius Octavius, il est plutôt un fin politique et lui va vraiment composer avec le Sénat. Alors le truc, c'est qu'il va bien entendu ne pas se déclarer empereur. Il ne veut pas, comme ça, de manière brutale, se déclarer comme le quatrième thème, le tyran, le seul gouvernant de toute la cité de Rome. Il va composer avec le Sénat et il va évidemment, alors sachant que le Sénat à une époque, à un moment donné, notamment au moment où Caius Octavius gouverne, le Sénat c'est quand même 900 personnes, donc c'est énorme. Et il va dire au Sénat, il va faire de la politique finalement. Et je laisse la mobilette passer. Il va leur dire que ce sont eux qui gouvernent. Toutefois, c'est quand même lui qui va rédiger les lois. Donc c'est quand même lui qui va gouverner. Et petit à petit, effectivement, il va vivre durant une très longue période. Et à la fin, il sera désigné comme l'un des plus grands empereurs de Rome et recevra le titre d'Auguste. Alors ici, quand je vous raconte ça, effectivement, c'est dans le but, en fait, d'envisager un quatrième terme. D'envisager un quatrième terme qui pourrait nous rappeler quelque chose aussi. C'est-à-dire qui pourrait nous rappeler, effectivement, la République française, la 5e République, c'est-à-dire qu'on dit de la République française que c'est une monarchie républicaine. Alors c'est une monarchie républicaine, parce que on a un président, effectivement, alors les pouvoirs là sont bien séparés, on a un président de la République qui est chef de l'exécutif et qui, pour le coup, là, est chef des armées, toujours une puissance comme ça. Et ce chef, finalement, des armées, est aussi chef du gouvernement. Alors, effectivement, normalement, le législatif est autonome. Le judiciaire aussi. Toutefois, on va voir, effectivement, on va voir le président de la République, essayer d'obtenir les faveurs du peuple. Alors, effectivement, les dernières informations sur le sujet, c'est lorsqu'on voit le président de la République boire de la bière dans les vestiaires de rugbyman durant la Coupe du Monde de rugby. Alors, il n'est pas comme commode, il ne va pas sur le stade, mais au moins il boit des bières dans un vestiaire. Évidemment, pour s'attirer les faveurs du peuple. Et évidemment, il va nous parler aussi à un moment donné de la bagnole, qu'il aime la bagnole. On a un peu les mêmes ficelles finalement, pour effectivement s'appuyer également sur une puissance, et sur une puissance qui finalement sanctionne aussi par le vote, donc le peuple. Et puis on voit quotidiennement, alors je vais vous dire un chiffre, 49,3, on voit quotidiennement le fait que le président de la République exerce une influence effectivement sur l'Assemblée nationale. Ok, donc le quatrième terme finalement, qui est toujours existant, alors qui chez Platon est le tyran, qui durant la Rome antique c'est l'empereur. Là nous c'est le président de la République, mais il y a un quatrième terme qui essaie finalement
d'avoir une influence, soit il a soit une influence directe en étant le chef de l'exécutif, soit en essayant de composer comme ça entre le législatif et le peuple, ou avec les magistrats, éventuellement, puisqu'il y a aussi le judiciaire à cet endroit-là. Ok. Donc, je vous raconte tout ça, effectivement, pour essayer de saisir une trame qui se référerait à un ordre social, mais un ordre social qui, pour le coup, serait un petit peu plus réaliste, mais qui quand même, s'appuie malgré tout sur des récits, à la fois des récits mythiques, à la fois sur des critiques d'un philosophe qui se nomme Platon, et finalement, on peut avoir comme ça une espèce de carte qui correspond quelque part toujours à une tripartition, ou à une trifonctionnalité, mais là, en fait, on a un quatrième terme supplémentaire. Alors ici, après cette petite histoire, je vais passer de l'ordre social à l'ordre du discours. Alors ça, c'est une étape importante, puisque on va y travailler aussi dans la quatrième intervention, notamment en compagnie de Pascal et de Spinoza. Et on va essayer là aussi, essayer de produire des comparaisons. Alors, pour le moment, effectivement, je vais vous parler de l'ordre du discours et je vais mettre de côté, l'ordre social. Donc, je vais mettre de côté un petit peu la trifonctionnalité, mais je vais vous parler, du triangle. Et là, pour le coup, au sein de l'ordre du discours, alors vous avez les mots ici, au sein de l'ordre du discours, je vais vous parler d'Aristote, d'Aristote et notamment du triangle d'Aristote. Et donc, je pourrais dire ça comme ça, alors je ne sais pas si c'est le bon terme, mais d'une triangulation entre logos, ethos, pathos. Alors, logos, ethos, pathos correspond plus particulièrement à la rhétorique d'Aristote. Et au sein de la rhétorique d'Aristote, il y a un quatrième terme, il y a un cinquième terme, donc j'en garde que 3. Je vais plutôt vous parler avec des termes grecs. Et ces termes grecs qui pourraient correspondre aux racines, comme ça, du triangle d'Aristote. Les racines correspondraient effectivement au sein toujours de l'ordre du discours, et non pas de l'ordre social, je répète, mais bon, correspondraient en premier lieu au phonaï. Alors le phonaï, terme grec, qui se rapporte à la parole, phonaï, phonétique, éventuellement phonation, qui se rapporte à la parole. À la parole, mais aussi à l'écrit. Alors, sachant justement toujours en compagnie de Platon, que Platon, finalement, pour lui, l'écrit c'était une catastrophe, puisque à partir du moment où on pouvait graver sur la pierre ses pensées, c'était la possibilité de pouvoir les oublier. Et puis, il y avait aussi sans doute peut-être un caractère plus dogmatique, c'est-à-dire c'était pas une culture vivante qui était toujours en marche, en réflexion en fait, toujours en train de réfléchir. C'était pas une mémoire comme ça. Alors effectivement, le fait est qu'avec Platon, il fallait avoir une mémoire, une immense mémoire. Donc, phonaï, la parole, l'écrit, donc les mots, les phrases, etc., etc. Ici, on a le pathémata, ou le passémata, autre terme grec. Et là, ça correspondrait plutôt, aux affects de l'âme. Donc, à ce qui nous affecte. Et ça correspondrait plutôt, aux représentations. Alors, ici aussi, entre parenthèses, ça correspond effectivement aussi également aux concepts. On a plutôt l'habitude de placer les concepts du côté des mots. Là, en fait,
selon alors un brillantissime, illustre, éminent philosophe médiéviste qui s'appelle Alain de Libera et qui travailla justement sur l'archive et sur la scolastique. Donc c'est un mouvement durant le Moyen-Âge, la scolastique. Alain de Libera nous dit que le pathemata correspond effectivement au concept, mais correspond aussi effectivement aux affects de l'âme, donc aux impressions. Et finalement, on pourrait dire, alors je vais le traduire comme ça, on pourrait dire que ça correspond à l'image, en fait, mais plutôt, pour le coup, à l'image mentale. Donc, image mentale, image, affect de l'âme, avec les pathemata. Enfin, les pragmas ou les pragmata. Alors, les pragmata, toujours selon Alain de Libera, et toujours selon ces excellents séminaires, autour effectivement de la querelle des universaux, et bien là on a le pragma et les pragmata. Et les pragmata, ça concerne les étangs ou l'étang. Alors l'étang, c'est le participe présent du verbe être. Et qu'est-ce que ça veut dire ? On peut le traduire par ce qui est, ce qui se présente à nous. Donc ce sont finalement les choses, de manière très factuelle, le tableau, ma veste, la caméra, etc. Participe du pragmata, ce sont les choses, en fait. Et ça participe effectivement, pour le coup, de ce qui se présente à nous, et donc ça participe du réel. Vous avez le mot réel ici. Ok, ici, petite synthèse, on a les mots, les images et les choses. Ok. À partir de là, effectivement, voilà, c'est un peu dissous, mais on a une autre idée finalement du triangle d'Aristote avec les termes grecs. Et toujours, évidemment, plus ou moins sous le contrôle d'Alain de Libera. Ok. Puisque effectivement je continue toujours à interpréter, à spéculer, et toujours en ternaire. Toujours en ternaire. Alors ce qui m'intéresse aussi, c'est de poursuivre le fil du quatrième terme, dont on a parlé au sein de l'ordre social. Ok, donc là on a 3 termes correspondant finalement, on peut le dire aussi comme ça, logos, ethos, pathos, qui ont aussi d'autres définitions, ce sont aussi d'autres dimensions. Ici, pour moi, ce qui m'intéresse, on a le triangle d'Aristote, et c'est de faire aussi une comparaison, ou du moins, une comparaison avec le contemporain, et notamment avec Jacques Lacan. Alors ici, vous avez le graphe du désir de Jacques Lacan. Et ce qui m'intéresse effectivement, c'est de constater que Jacques Lacan, lorsqu'il nous propose lui aussi un programme, une structure en 3 dimensions ou en 3 temps, lorsqu'il nous propose d'un côté le symbolique, l'imaginaire et le réel, c'est de dire qu'il y a quand même quelques rapports avec le triangle d'Aristote, mais je dirais le triangle originel. Donc, ce qui concerne le phonaï, alors pour Jacques Lacan, qui est un psychiatre, psychanalyste, théoricien, éminent théoricien, effectivement, lui, le phonaï, pour lui, c'est la parole. C'est ce qui concerne la pratique de la psychanalyse, donc ça concerne très directement la parole, et notamment ça concerne les signifiants. Alors le signifiant, ça concerne effectivement la linguistique. Donc Jacques Lacan s'inspire aussi d'éminents linguistes comme Ferdinand de Saussure ou comme Roman Jakobson. Effectivement, d'ailleurs, le symbolique, il le tire d'une analyse de Ferdinand de Saussure. Mais ce qui intéresse Lacan, effectivement, au-delà
du signifié, justement, c'est le signifiant, c'est la forme sonore du mot. Hein, voilà, en tant que psychanalyste. Donc le phonaille, et puis, eh bien, c'est les affects de l'âme, du moins comment l'âme est affectée eh bien, par les choses sensibles. Puisqu'effectivement, là, on a les choses qui nous affectent, en fait, et comment nous allons recevoir, percevoir les choses sensibles qui nous affectent. Là, alors, je dirais qu'effectivement, pour Lacan, au sein du graphe du désir, qu'il traduit ces affects de l'âme par le biais du fantasme. Alors, le fantasme, on pourrait aussi en parler avec Platon, mais on ne va pas en parler, on ne va pas avoir le temps. Le fantasme, eh bien, finalement, c'est aussi, dans sa définition liminaire, eh bien, la construction, quelque peu, de fiction. Ok. C'est le sujet qui se construit, finalement, qui se raconte des petites histoires, comme ça, qui se fabrique des histoires. Donc, ok, eh bien ici le signifiant, le fantasme, et enfin le réel. Alors pour Lacan, le réel nous est inaccessible. Toutefois, on peut en avoir quelques informations, on peut accéder au réel par le biais de la pulsion. C'est-à-dire que la pulsion va nous indiquer quelque chose du réel. Alors, qu'est-ce que ça veut dire ? Eh bien, ça veut dire qu'ici, en fait, avec le symbolique et l'imaginaire, eh bien, nous sommes dans le domaine de la représentation. Et qu'ici, effectivement, alors je pourrais le dire comme ça, nous sommes dans le domaine de la présence, de la présentation, de ce qui se présente à nous, les choses sensibles, en fait. Mais finalement, ce sont les représentations, donc l'imaginaire, les mots, le langage, comme ça, qui vont nous permettre, par le biais de réalité, de nous représenter quelque chose du réel. Ok. Toutefois, bien parfois, par le biais de la pulsion, le réel surgit, alors je vais le dire comme ça, à l'état brut. Ok, donc ça, ce sont les conceptions finalement de Lacan qui, pour moi, alors voilà, pour le coup, eh bien, sont quand même assez proches bien du triangle d'Aristote, au sens où, effectivement, on a cette tripartition, cette même tripartition, et au sens, eh bien, on pourrait dire que Lacan s'appuie, comme finalement tous les philosophes du langage, sur du ternaire, et va s'appuyer sur le logos, l'éthos, le pathos, sur le phonaille, sur les pathémata, et sur le pragma ou le pragmata, si vous voulez. Alors, quand je dis ça, c'est pour dire qu'il y a, comme je vous en ai parlé pour l'ordre social, il y a quelque part des ressemblances. On a vu ça entre les mythes, l'organisation sociale idéale, l'ordre social qui serait peut-être un petit peu plus historique. Là, c'est pareil, c'est pour l'ordre du discours. Il y a quand même des continuités historiques. Alors là, pour le coup, qui sont très 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 souvent en ternaire, et qui, par exemple avec Alain de Libera concernant la querelle des universaux, se divise avec des groupes, des groupes qui vont défendre le nominalisme, qui vont défendre le conceptualisme, qui vont défendre, effectivement, le réalisme, en fait. Et tout ça, ça va créer des guéguerres, et puis ça va participer de l'histoire de la scolastique au Moyen-Âge. Et on est toujours en ternaire, vous voyez ? Alors moi, ce qui m'intéresse ici, c'est le quatrième terme, c'est-à-dire que chez Lacan aussi, il va y avoir un quatrième terme au sein de l'ordre du discours, c'est-à-dire que, si vous voulez, avec le symbolique, l'imaginaire et le réel, le quatrième terme, alors ça va pas être le tyran, ça va pas être le chef d'État, mais pour Lacan, évidemment, qui
Alors j'ai oublié de préciser quelque chose de très important, hein, qui travaille sur l'inconscient, hein, c'est ce qui le travaille finalement, Lacan, hein, il travaille sur l'inconscient. Eh bien le quatrième terme, ça sera ce qu'il appelle l'objet petit a. Ok. Donc, quand je vous raconte tout ça, pour moi, ce sont des espèces de cartographies. Je ne suis pas sûr que ça soit comparable, hein. Je ne suis pas sûr qu'on puisse comparer comme ça l'ordre social avec l'ordre du discours. Mais moi, ce qui me fascine, en fait, toujours, eh bien, ce sont les structures. En fait, les structures sont toujours un peu les mêmes, sont très ressemblantes parfois en cours de l'histoire. Et ce qui est aussi assez surprenant, eh bien, c'est qu'il y a du ternaire, et puis il y a aussi, hein, dans l'ordre du discours, chez Lacan, hein, un quatrième terme, et un quatrième terme qui va faire nœud pour le coup, et qui va faire d'ailleurs nœud borroméen. Hein. Ok, je vais m'arrêter là, et je vous dis à la prochaine fois.